Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct en public à l'occasion de cette deuxième journée de Solutions RH. Adéquation, formation, emploi, quelle relation entre l'école et l'entreprise pour une meilleure employabilité? Cette question, elle est au cœur des stratégies. Alors d'abord des stratégies politiques, parce que c'est pas seulement un enjeu éducatif et un enjeu d'entreprise, c'est l'enjeu pour tout un pays, mais c'est aussi au quotidien l'impérieuse nécessité de former les acteurs qui créeront la réussite des entreprises et généralement de tous les acteurs économiques. Ce sujet, on en parle avec mes invités. Rita Lalou, bonjour. Vous êtes directrice de l'école centrale de Casablanca, une enseigne prestigieuse dont eh bien les acteurs francophones et pas seulement, je crois, sont particulièrement fiers. Merci d'avoir accepté de témoigner dans quelques instants. Mohamed El Mouefak, bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe ISCAE. Merci également eh bien d'avoir pris du temps pour partager avec nous votre vision de ce sujet. Notre troisième invité, vous le connaissez, il est avec nous depuis ce matin. Merci pour votre fidélité, le temps passé avec nous et bien sûr Solutions RH. Mohamed El Mouefak, dont vous êtes le directeur général. Pardon, excusez-moi, je me trompe même dans mes fiches. Les prénoms étant les mêmes. Mohamed Tassafout, pardon. Vous êtes le directeur des ressources humaines de Delattre, Levier, Maroc. Soyez tous les trois le bienvenu. Adéquation, formation, emploi. Eh bien, tout est dans le titre. Quelle relation entre l'école et l'entreprise, mesdames et messieurs, pour une meilleure employabilité? Ce sera ma première question. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer? Eh bien, votre retour d'expérience est le bienvenu. Rapprochez-vous, Mohamed, du micro, peut-être tout de suite. Enfin, à moins que vous souhaitiez. N'hésitez pas à me demander la parole. Qui commence? Rita, Mohamed, honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. C'est parti. Rita Lalou, directrice de l'école centrale de Casablanca. Merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec, je pense, un très beau public représentant beaucoup la fonction RH, mais probablement tout le management de l'entreprise. Et je voudrais juste démarrer par probablement la spécificité de l'école centrale Paris, d'abord, et puis ensuite toutes les écoles centrales. Depuis à peu près 10 ans, la conviction des dirigeants de cette école, c'est de pouvoir former non plus des ingénieurs spécialistes ou des ingénieurs experts, puisque le savoir, comme vous le savez, devient de plus en plus obsolète. Et les MOOC ne vont pas arranger la baronnie du savoir. Les études démontrent que dans 10 ans, 80% des gens qui travaillent en entreprise ne vont plus occuper les mêmes postes que ceux qu'ils font aujourd'hui. Et dans 10 ans, les produits et les services qu'on va vendre au grand public ne seront plus les mêmes que ceux que nous vendons aujourd'hui. Le fameux process d'innovation permanente. Exactement. Donc si vous voulez, un ingénieur aujourd'hui n'a plus vocation à apprendre, parce que, enfin, il apprendra toujours des fondamentaux, mais la base du savoir dans un cursus d'apprentissage est beaucoup moins important qu'il y a 20 ans ou 30 ans. On avait un savoir, on l'exploitait pendant 10, 15, 30 ans, 40 ans. Voilà, 40 ans, toute une carrière finalement. Tout à fait. Ça, c'est terminé, vraiment définitivement terminé. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le cursus des grandes écoles en général, mais en particulier Centrale, qui a fait un grand virage il y a plus d'une décennie, est vraiment de développer des soft skills. Et les soft skills, si vous voulez, c'est tout ce qui est en dehors des sciences fondamentales et des sciences de l'ingénieur, qui ont vocation à nous préparer à un monde changeant qui... apprendre à apprendre, apprendre à s'adapter. La complexité, à s'adapter et à envisager un monde nouveau. Et donc, on ne peut pas intégrer cet apprentissage si on n'est pas au plus proche de la vraie vie. Et enfermé dans des salles ou dans des campus. Le savoir-faire académique vit ces derniers jours. Exactement. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que dans un parcours de centralien, vous avez à peu près 25% du temps d'un centralien qui est dans l'entreprise. Et donc depuis la première année, depuis les premiers cours, on essaye de tout de suite, même avec un cours de physique fondamentale, d'essayer de tout de suite expliquer dans quoi ce type de cours pourra être utile et vers quel type d'application il pourra être utilisé.
Et donc pour nous, l'entreprise est fondamentale et l'expérience marocaine est d'autant plus importante qu'il faut qu'on la démarre tout de suite dans la cible. Notre objectif est de pouvoir avoir des liens très rapprochés avec toutes les entreprises marocaines et africaines. Centrale Casa est en vocation à être une école pour l'Afrique. Et le Maroc sur vraiment Exactement. le corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. Exactement. Et donc ce cursus de formation dans lequel on intègre dès la première année des projets avec des entreprises qui viennent bénéficier de talents et de disponibilité des élèves, de groupes qu'on va monter avec peut-être des écoles de commerce ou des écoles de design, à l'instar de Centrale Paris, pour aider les entreprises, des intervenants des entreprises qui viennent à l'école pour donner des témoignages. Des regards croisés, des projets mixtes. Exactement. Des années de césure dans lesquelles on pousse nos élèves à aller à l'international et dans des entreprises pour très vite comprendre les enjeux. Et donc cette intrication ne pourra être faite qu'avec des partenariats très proches, d'où l'importance de vous, mesdames et messieurs, les dirigeants, les DRH, pour être capables de nous accompagner et nous aider dans ce maillage extrêmement serré entre l'enseignement supérieur et les besoins des entreprises. Des têtes bien faites, Merci. mais des têtes aussi orientées et bien vraiment vers les problématiques de l'entreprise. Donc c'est évidemment important pour vous, mesdames et messieurs, ici présents au Paradise. Vous qui suivez en direct ou qui suivrez dans les jours à venir nos émissions, et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, notamment depuis la Corne de l'Afrique. Je crois que l'appel est lancé. Des liens étroits et une volonté des acteurs de l'éducation de monter vraiment des partenariats opérationnels avec vous. Un grand merci pour ce premier témoignage. Alors même question pour vous, au niveau d'une école comme le groupe, d'un groupe comme le groupe ISKE, où là vous avez toute une panoplie de formations. Est-ce que ce ressenti vous le partagez? Est-ce que vous avez un regard différent? Votre retour d'expérience? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et je voudrais dire que c'est un challenge double pour moi aujourd'hui, puisque je vois beaucoup d'anciens ISKEistes présents qui étaient mes étudiants. Et aujourd'hui, ils doivent être plus exigeants, donc mon intervention doit être meilleure que quand j'étais professeur. La pression est là. Dans le recul nécessaire et l'expérience nécessaire. Donc en ce qui concerne notre établissement, il faut dire que le mélange qui fait que nos étudiants trouvent de l'emploi facilement, puisqu'aujourd'hui on est à presque 90% d'embauche après 3 mois de sortie de l'école, c'est que nous avons un mélange. La première denrée, ça se fait au niveau de l'achat, puisque comme vous le savez, nos étudiants, ils sont sélectionnés, ils sont d'abord de très haut potentiel. Parce que si vous ratez le recrutement au niveau de votre école, la formation malheureusement risque de ne pas être au but. Adéquate. Alors, notre programme de grande école attire bien sûr les étudiants marocains et étrangers les plus brillants, puisque aujourd'hui nous recevons les 2/3 de nos étudiants parmi les classes préparatoires commerciales. Et le tiers restant vient des grandes écoles de gestion marocaine, type NCG, les grandes universités avec des moyennes arrivant à 14/20 pour pouvoir accéder à la première année de l'école. Le deuxième ingrédient, c'est bien sûr la formation. Alors au niveau de la formation, nous essayons de donner une formation équilibrée à nos étudiants, dans laquelle nous mélangeons bien sûr une formation généraliste sur les 3 premiers semestres, et une formation spécialisée durant les 3 derniers semestres, avec une expertise très forte dans un des domaines de gestion, que ce soit la finance, le marketing, commerce international, logistique, etc. Donc nos étudiants sont d'abord des généralistes, avec une expertise très forte qui leur permet de répondre aux besoins des entreprises et qu'ils soient opérationnels dès le départ. Bien sûr, comme a dit notre collègue, il y a une forte expérience professionnelle que nous demandons aujourd'hui au moment de la formation, puisque la moitié de la formation se passe au sein de l'entreprise, par le biais d'une année de césure à partir de la 2e année. Obligatoire? Optionnel, bien sûr, puisque ce n'est pas facile de demander à nos amis de l'entreprise de prendre des étudiants chez eux pour une année complète. Et minimum aussi 9 mois de 2 mois première année, 2 mois la 2e année et 6 mois de stage de fin d'études qui permettent à nos étudiants, une fois terminés, d'être opérationnels dès le premier jour dans les entreprises. Très bien, donc merci pour cette présentation. On voit bien 2 approches, mais derrière tout ça, ce besoin d'employabilité.
Et puis ce monde qui bouge, qui fait qu'effectivement, on le sent bien, le background académique, ben non, maintenant on travaille en réseau, c'est du collaboratif, on apprend en permanence, on remet tout en jeu. Alors je me retourne effectivement vers notre DRH, vous-même vous coordonnez au sein de la Chambre donc française de commerce et d'industrie du Maroc, un groupe de travail de DRH qui était ici présent aujourd'hui. Alors votre ressenti personnel et puis celui de votre groupe de travail en matière de cette adéquation formation-emploi. Comment vous la vivez-vous quand on vous dit vous en prenez pas assez? Est-ce que c'est vrai? Voilà, comment vous le vivez? D'abord, je tenais à vous remercier de cette possibilité d'échanger. Et je suis ravi, moi, entreprise, avec à ma droite Centrale Paris et à ma gauche ICAE, c'est très challenging. C'est la pression. Paris-Casa, à Casa. Casa. Je voulais revenir sur des statistiques qui ont été annoncées en disant, et pour faire simple, l'employabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existera plus. Aussi, autre élément que vous avez dit, 80% des métiers au minimum qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Un autre élément de statistique qui me paraît important de rappeler, qui est le dynamisme de la compétence. Une compétence et une durée de vie. Il y a à peu près 50 ans, c'était estimé évidemment, on estimait que la durée de vie d'une compétence était d'environ 60 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence, et c'est un simple rappel pour évidemment la communauté RH, est approximativement, selon les métiers, de 3 à 5 ans, sauf un métier où on ne mesure pas la durée de vie de la compétence, qui est évidemment l'informatique. Qu'est-ce que je veux dire par ce message statistique? C'est que nos étudiants, nos lauréats devront avoir la faculté d'être dynamiques dans leur réflexion à l'emploi. C'est un challenge. Moi, aujourd'hui, en tant que professionnel, DRH, j'ai besoin de stagiaires, j'ai besoin de nouvelles recrues. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois d'une manière globale. Je me permets de généraliser. Des jeunes gens qui sont convaincus d'avoir l'expertise, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une logique de polyvalence, puisque l'accès au savoir est internationalisé. La fameuse polyvalence que tout le monde réclame. Exactement. Et puis grâce à Internet, qui aurait cru il y a 10 ans de cela qu'on pouvait avoir accès à un cours de Centrale ou de Harvard? C'était inimaginable. Aujourd'hui c'est faisable assez facilement. C'est faisable et c'est gratuit, le cours. Voilà. Donc aujourd'hui ce que nous demandons en tant qu'entreprise, dans le cadre de l'employabilité, c'est une ouverture d'esprit qui permet à nos collaborateurs, parce qu'ils ont rejoint l'entreprise, de pouvoir développer leur capacité d'évolution. Donc, cette capacité d'évolution passe par une compétence que je trouve encore, et c'est peut-être un parti pris, insuffisamment développée, qui est, on parle de savoir-faire, savoir-être, mais ce que l'on doit développer, le savoir-faire ou le savoir-faire basique. On ne sait pas encore faire, justement. Est-ce qu'on sait apprendre à faire Aussi, je pense. Alors là, je me retourne vers mes chers voisins et c'est un appel. C'est un appel du pied. Formez-nous des gens qui vont savoir faire bien plus que de maîtriser du savoir-faire. C'est un beau résumé. Ensuite, vous le disiez très bien, moi, entreprise, j'ai une autre difficulté. Je me permets d'être vraiment dans la logique de l'amélioration. C'est pas de la critique, c'est vraiment de l'amélioration. C'est comment développer des compétences qui naturellement vont s'orienter vers l'innovation, vers la créativité. Quand tout à l'heure je le voyais ailleurs, on disait oui, bon, nous, cabinet X ou Y, on propose dans nos solutions de ne pas faire du copier-coller. Mais moi, en tant qu'entreprise, si c'est ça, j'ai tout ce qu'il me faut en interne. C'est important. On est dans cette logique, on croit que c'est de l'innovation. D'un point de vue culturel, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus impactant sur le développement de ces compétences. On a des stagiaires, puisque c'est la passerelle entre l'école et l'entreprise, qui, une fois qu'ils auront rejoint l'entreprise, vont bâtir toutes leurs relations dans l'organisation, bâties sur j'ai un bac plus 5, j'ai un bac plus 8, et là, c'est pas négociable, vous devez faire avec. Alors que notre tendance, c'est quelle est la valeur ajoutée réelle que vous êtes capable de fournir pour vous-même. À un instant T en plus. À un instant T, pour vous-même, mais d'abord évidemment au profit de l'entreprise. Donc c'est vraiment ces aspects que je trouve intéressants et je finis juste avant. Ce que je trouve intéressant et vraiment
aussi grâce à cette table, c'est de voir que Centrale, ISKE, aujourd'hui sont au Maroc, sont des concurrents et qui vont remonter, tirer vers le haut la compétence marocaine. Et moi, RH, je me félicite de pouvoir observer cela. Donc il y a déjà des partenariats dans l'air. Là c'est l'appel du pied, réponse en temps réel. C'est formidable. Rita, là, je vous ai vu réagir, demander la parole par rapport à ce qui était dit justement sur cette évolution, ces profils et peut-être d'autres réactions. Écoutez, moi je peux qu'être d'accord avec Monsieur Tassafout parce que j'ai fait toute ma carrière en entreprise. Et parmi mes postes occupés, j'ai aussi fait de l'ARH. Et je me retrouvais souvent perplexe par la déconnexion qu'avaient malheureusement Déconnexion, voire la très grande naïveté. des étudiants Ouais, c'est très ça. bien formés, mais totalement déconnectés par rapport aux besoins de l'entreprise. Je pense que les écoles, et je suis malheureusement un petit peu néophyte, je m'en excuse par avance dans ce nouveau secteur. Je pense si je suis dans cette fonction, c'est aussi par rapport à mon expérience entrepreneuriale. Bien sûr. C'est que nous devons, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, absolument intégrer et écouter les entreprises, ce qui n'est pas forcément fait tout le temps. Et ça, je pense qu'il va falloir faire ce travail. Maintenant, je pense que certaines universités et surtout écoles ont engagé un dispositif d'écoute et de rapprochement. Je peux surtout vous parler de l'expérience de Centrale. Après les autres, j'avoue que j'en sais pas autant. C'est que les grandes écoles françaises, pour un certain nombre d'entre elles, ont commencé à travailler sur les fameux soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire, depuis un peu moins d'une décennie. Ces matières qui n'existaient pas du tout il y a 15 ans ou 20 ans, aujourd'hui occupent par exemple à Centrale 30% du cursus. Ouais. Et ces cours, c'est quoi? C'est de la sociologie, c'est de l'anthropologie, c'est du projet, c'est du leadership, c'est du développement personnel, c'est de la capacité à être dans l'anticipation de ce qui se passe. Et ça, je dirais, c'est à peu près standard dans toutes les grandes dispositifs universitaires. Des universités comme Stanford ne font pratiquement plus que ça Eh oui. dans les exécutives MBA. Dans une école comme Centrale Paris, ça représente 30%, ce qui est énorme, énorme dans un parcours où avant on avait des maths, de la physique, de la résistance des matériaux, des mécaflux et que sais-je. Aujourd'hui, la dernière étape que nous devons faire avec nos collègues marocains, c'est que non seulement nous devons travailler sur ces soft skills d'ouverture, mais également nous adapter à notre environnement. D'où l'importance de ces expériences internationales. Quand Centrale a ouvert à Pékin, il y a à peu près 8 ans, ils ont fait un copier-coller. Les fameux copier-coller dont Des on parle. soft skills de Centrale Paris. C'était très sympa, c'était très bien. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les étudiants chinois étaient complètement décalés par rapport au système culturel qu'on leur inculquait. Quelle était la grille de référence chinoise, par curiosité? Si vous voulez, quand on leur apprenait, par exemple, c'est un système qui est assez proche du nôtre, c'est-à-dire que l'autorité est quelque chose de très important. Donc, quand on essayait de les faire sortir de leur paradigme habituel, ben, il n'y avait pas d'interactivité. On était dans des cours très, très peu interactifs. Autre exemple. Aujourd'hui, quand on discute, par exemple, avec des gens chez Total, Total est présent dans une 50aine de pays africains et ils cherchent des ingénieurs très régulièrement pour équiper ou pour accompagner leur plateforme pétrolière. Quand ils vont chercher leurs ingénieurs, naturellement, ils vont chercher leurs ingénieurs formés dans les grandes écoles françaises. Il y a beaucoup de centraliens à la tête de Total, Par exemple. peut-être, au hasard. Ils les payent, à cause de l'expatriation, pratiquement le double du prix français. Ils ont des taux de rotation triples par rapport à leurs homologues qui vont
Exxon ou British Petroleum qui va recruter en Inde ou au Bangladesh. Et surtout, ils ont des gens mais totalement décalés culturellement par rapport à leurs besoins africains. Alors que quelqu'un qui est formé par rapport à cette culture, par rapport au raisonnement, par rapport aux tailles des marchés, est beaucoup plus à même de répondre à leurs besoins. Et donc aujourd'hui, ils viennent chez nous en disant mais arrêtez de nous former des ingénieurs qui aspirent à rentrer chez McKinsey ou BCG, formez-nous des industriels qui comprennent notre culture africaine. Donc si vous voulez, non seulement nous devons nous ouvrir vers les besoins de l'entreprise en termes... Des industriels, enfin des ingénieurs qui comprennent la culture africaine ou des Africains qui auront le savoir-faire d'un bon ingénieur. Ou qui comprennent la culture internationale. Et donc l'idée, c'est qu'on ne reste pas fermé sur nous-mêmes, mais que l'idée, par exemple, dans le réseau central, c'est qu'un élève qui rentre à Hyderabad soit capable de faire 6 mois à Pékin ou 6 mois à Casablanca pour avoir cette ouverture des BRICS qui sont des besoins qui n'ont rien à voir avec la vieille Europe ou avec des marchés américains qui sont dans des autres besoins qu'on a. Et donc cette adaptation est aujourd'hui absolument salutaire pour nous adapter aux besoins de nos entreprises qui elles-mêmes s'adaptent à leur marché. Et ce marché qui s'adapte à ce monde dont on est toujours stupéfait par la rapidité de mouvement. Autre exemple peut-être à votre niveau d'illustration de ces changements coperniciens dans le monde de l'éducation. À votre niveau, comment ça se traduit ? Mais, il faut dire que c'est différent entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de management, parce que nous, les soft skills, on ne les a pas découverts depuis 5-10 ans, c'est notre pain quotidien depuis des années, et ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui sont formés dans les écoles de gestion et les ingénieurs. À vrai dire, aujourd'hui, nous sommes sur un autre trend, nous sommes en train d'essayer de voir comment former des managers entrepreneurs et non plus simplement des managers qui sont capables de diriger des entreprises. La direction d'entreprise, c'est connu, c'est travaillé depuis une centaine d'années dans les écoles de management. Aujourd'hui, on essaie de faire un saut pour former des entrepreneurs qui cherchent des marchés pour leurs entreprises ou qui cherchent à créer leurs propres entreprises. Et c'est ça, le financement des startups, la création, le travail croisé, pourquoi pas avec des ingénieurs. C'est ça pour nous aujourd'hui l'essentiel, puisque tout ce qui est management, tout ça, ça a été notre pain quotidien depuis longtemps. Aujourd'hui, surtout, nous sommes dans les échanges internationaux. Et pour dire que presque les 2/3 de nos promotions partent à l'étranger pour passer un semestre ou une année, une double diplomation ou simplement une formation semestrielle, et qui sont partout dans le monde aujourd'hui, dans 50 pays étrangers. Ne serait-ce qu'en Chine, cette année, nous avons envoyé 80 étudiants pour passer un semestre ou une année, pour pouvoir avoir cette ouverture internationale et de pouvoir créer des liens avec des entreprises internationales et permettre à leur retour d'être bénéfique pour les entreprises qui vont les embaucher de mois après mois, de commencer à tisser déjà leur toile au niveau international tout en étant étudiants. Donc aujourd'hui, c'est ça la problématique et non plus simplement une formation de cadre supérieur. Je pense qu'il faut dépasser cette notion de formation et aller vers l'étudiant entrepreneur. Alors, puisque vous avez le micro, je vais vous le proposer de le garder, puisqu'on arrive vraiment pratiquement au bout de cette émission. Ça passe très très vite. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, vous êtes 3, ça vous laisse. C'est le petit jeu de la minute de conclusion, si vous voulez. En préparant cette émission, peut-être aviez-vous des messages à adresser à nos invités. Est-ce que, à ce stade, vous avez pu adresser tous les messages que vous aviez préparés? Ou, alors, si c'est le cas, tant mieux. Vous allez pouvoir, du coup, nous donner le mot de conclusion, le message fort de synthèse. Et si, effectivement, il vous reste un message important à adresser, c'est le bon moment. C'est le dernier tour de table de conclusion. En 1 minute. Le message, c'est simplement aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'école de former des entrepreneurs si l'entreprise n'ouvre pas ses portes à ces jeunes pour pouvoir les former dans l'entreprise. Parce que la formation aujourd'hui, il faut qu'elle soit duale, à la fois du point de vue académique et entrepreneurial. Ici, nos amis de l'entreprise ne s'ouvrent pas plus que ce qu'est aujourd'hui. Le risque, c'est qu'ils aient un produit qui n'est pas fini à 100%. Et je voudrais ici attirer l'attention des gens de l'entreprise qu'ils ont un rôle joué de la formation de ces jeunes,
en ouvrant leur entreprise, en venant donner des cours dans les écoles, en essayant de dénicher l'oiseau rare dans les écoles et ne pas attendre à ce qu'on leur forme un produit fini et qu'on le ramène sur un plateau gratuitement sans qu'ils payent rien au niveau de ces écoles. Eh ben, c'est un appel du pied pour des partenariats et je crois savoir, mais peut-être que Mohamed va nous le reconfirmer, que c'est déjà un peu le cas. Merci Mohamed El Mouefak. Je rappelle, vous êtes directeur général du groupe ISKE. Votre conclusion, Mohamed Tassafout? Déjà sur l'appel du pied fait, je fais partie d'une entreprise qui est très demandeuse et on anticipe beaucoup, donc soyez rassurés. Mon appel aussi, et justement c'est un élément important, on est un pays qui se développe vers le sud, des entreprises qui se développent vers le sud. L'une des compétences aujourd'hui qui est importante en termes de sociologie, voire de psychologie, c'est de permettre à nos étudiants d'envisager des opportunités d'évolution vers le sud. C'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Et c'est là où justement les opportunités de développement sont les plus importantes, l'épanouissement le plus important. Vous l'avez dit d'ailleurs, on sait faire de la bonne compétence en général, et le Marocain même à l'étranger est aussi plutôt compétent, mais on ne sait pas encore tout à fait dépasser le sud du Maroc. Mais vraiment c'est un appel de préparation aux étudiants sur les opportunités, sur le comment travailler, sur l'interculturel, et on est vraiment dans le soft skills. Le technique, on a toujours très bien su le faire, et je pense aux écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, ces écoles d'ingénieurs qui ont fourni de très grandes compétences au Maroc et à l'international, on voit quelques limites, et effectivement, c'est ce que l'on a besoin, beaucoup plus de soft skills, beaucoup plus de garanties pour le collaborateur et l'entreprise sur la capacité à développer de la valeur durable pour lui et pour l'entreprise. Un grand merci Mohamed Tassafout. Je rappelle, donc vous êtes le directeur des ressources humaines de Delattre, le Vivier Maroc. Conclusion des conclusions, Rita Lalou. Eh bien, écoutez, moi, je m'inscris totalement en ligne avec mes collègues. Je pense qu'on est vraiment alignés. Je pense qu'on démarre un 21e siècle où le sens va reprendre le dessus par rapport à tout. Quand on réfléchit à ce que représente la performance, que ce soit dans l'entreprise, dans la formation, dans l'éducation, en fait, on se rend compte que la performance vient rarement de la stratégie, elle vient rarement du process, elle vient, c'est la conséquence de tout ça. Mais avant tout ça, nous devons absolument créer quelque chose qui transcende tout ça, c'est le sens. Et le sens, je pense qu'aujourd'hui l'entreprise l'a compris, s'il n'est pas là, tout se déglingue et on n'est pas capable de tenir la rentabilité et la profitabilité à très long terme. Et ce sens, il faut que nous soyons capables de l'inculquer à nos jeunes, très très jeunes. Ça doit commencer dans la base de l'éducation, ça doit continuer dans l'enseignement. Et notre rôle à nous, ça va être non seulement de créer des jeunes entrepreneurs, leaders, éthiques, responsables, visionnaires, qui ont cette capacité à pouvoir créer ce bonheur. Et ça peut paraître bizarre de ma part d'employer ce mot, parce qu'il est très peu employé, ni dans l'entreprise, ni dans le dispositif universitaire, mais c'est finalement le centre de tout. Et si quelqu'un est heureux dans ce qu'il fait au quotidien, ben, tous les paradigmes changent et on change le monde. Et je crois que ça va être vraiment ça le challenge du 21e siècle, c'est redonner du sens, c'est redonner l'espoir, c'est redonner l'envie, c'est être capable de créer ce lien humaniste et humanitaire qui va faire que, nous l'espérons, nous aurons un siècle un peu moins technocratique et un peu plus humaniste. Dans un monde de technologie, dans un monde où les ingénieurs nous ont trop souvent parlé de technique, d'équation, etc. Quoi de plus belle, quelle plus belle conclusion que de remettre l'humain à sa juste place et de nous donner un petit peu cette voix. Merci Rita Lalou, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté nombreux et merci à vous qui suivez depuis hier matin très nombreux nos émissions en direct en public ici même à l'occasion de cette seconde édition de Solutions RH. À très bientôt à l'antenne de nos émissions. Au revoir.